Et l'invité du grand entretien de France Inter est ce matin député La France Insoumise du Nord, coordinateur du parti. Vos questions, vous êtes déjà nombreux au standard 01 45 24 7000. Passez autrement par les réseaux sociaux ou l'application mobile de France Inter. Adrien Quatennens, bonjour. Bonjour Nicolas Demorand. Et merci d'être au micro de France Inter. On va parler dans quelques instants des élections régionales, des questions sanitaires. Évidemment, une réunion interministérielle se tient ce soir autour du président de la République pour définir les modalités du déconfinement de la France, modalité calendrier. Mais d'abord, la réunion des partis et mouvements de gauche qui aura lieu samedi. Tout est parti d'ici, du studio de France Inter. C'est Yannick Jadot qui avait proposé aux leaders écologistes et de gauche de se mettre autour d'une table, je le cite, afin de se mettre d'accord pour construire le grand projet d'espérance pour 2022. Le rendez-vous, c'est donc samedi. On ne sait pas encore ni le lieu ni l'heure exacte, mais on va dire que ce sont des détails. Qui va y représenter la France insoumise, Adrien Quatennens, et pour défendre quelle ligne ? Alors c'est Éric Coquerel qui est chargé pour la campagne de Jean-Luc Mélenchon des relations unitaires qui nous y représentera. Évidemment, on ne va pas bouder un tel rendez-vous, Nicolas Demorand, alors que depuis des mois, c'est nous qui appelons de nos vœux à ce qu'une discussion comme celle-là soit rendue possible. Il y a déjà maintenant plus de 2 ans que Jean-Luc Mélenchon avait appelé à la constitution d'une fédération populaire qui aurait permis de faire se retrouver les partis politiques, les syndicats, les associations. Nous avons régulièrement proposé des discussions sur le programme parce que pour nous c'est le cœur de l'affaire. C'est autour d'une ligne claire, d'un programme que nous allons pouvoir bâtir cette majorité d'adhésion pour 2022. On a plus récemment proposé le 7 avril dernier qu'on puisse poser comme premier acte au moins une initiative commune contre l'offensive d'extrême droite et de ses relais dans le pays. Bref, donc nous irons. Alors, qu'est-ce que vous attendez de cette réunion ? Alors, nous allons proposer qu'il y ait en quelque sorte une règle de respect mutuel dans les débats publics, face notamment aux polémiques régulièrement fomentées par la Macronie pour empêcher notamment que la question sociale soit présente dans les débats, proposer pourquoi pas qu'une initiative commune puisse être prise en riposte notamment aux attaques de l'extrême droite, et puis nous appelons de nos vœux à ce que si s'ouvrait une discussion sur le programme, elle puisse être rendue publique de manière à ce qu'on puisse mobiliser autour de débats de fond, je pense qu'il est vraiment temps qu'on y vienne, et que nos points d'accord et nos points de désaccord soient visibles dans les débats. Mais Nicolas Demorand, je veux le dire, y compris pour ne pas amener vos auditeurs à se faire trop d'illusions. Nous y allons nous-mêmes sans illusions. Pourquoi ? Quand nous sommes partis en campagne au mois de novembre avec Jean-Luc Mélenchon, c'est après avoir bien évalué la situation. Quelle est-elle ? Europe Écologie Les Verts, vous le savez, ils sont engagés dans une primaire. Ce qui fait d'ailleurs que Yannick Jadot prend cette initiative d'abord et avant tout pour adresser un message interne. Il n'est pas mandaté par Europe Écologie Les Verts pour le faire. Le Parti Socialiste, de son côté, a dans ses statuts l'organisation d'une primaire. Le Parti communiste français est en train d'investir un candidat à la présidentielle alors qu'à 2 reprises dans les 2 dernières élections, nous avons su nous regrouper autour d'un candidat commun. Donc bref, la gauche est extrêmement divisée, et alors bien sûr, face à ça, Adrien Quatennens, ce que nous disons est clair. On peut éviter sans doute des dispersions inutiles. Pour autant, et à la lumière des sondages, même s'il faut toujours les prendre avec précaution, il y a un tableau général qui apparaît, Nicolas Demorand, qui est que le principal problème de la gauche aujourd'hui dans ce pays, ça n'est pas sa désunion. On le voit d'ailleurs parce que, y compris quand il y a des configurations de rassemblement, ça ne produit pas l'effet de dynamique escompté. Le principal problème de la gauche dans ce pays, c'est sa faiblesse, sa capacité à faire circuler des idées nouvelles. Et moi, je le crois, Nicolas Demorand. Si tout ça doit aboutir à ce qu'à la fin, ce soit une ligne, pour dire court, à la François Hollande, fût-elle repeinte en vert, on n'y arrivera pas. Parce que je crois que la solution au problème, et ça je demande que ce soit entendu, est essentiellement à l'extérieur de ces courbes. Nicolas Demorand, ce qu'il s'agit de faire en 2022, c'est de ramener des millions de dégoûtés de la politique à s'en mêler. Voilà ce qu'il s'agit de faire. Et donc pour ça, il faut une ligne de clarté, de gouvernement et de rupture. On y vient, mais j'aimerais quand même savoir quelle est votre analyse, là pour le coup, politique de la faiblesse de la gauche. Quand on voit les différents candidats de gauche testés dans différents sondages ces dernières semaines, tous ces candidats marquent un important retard sur Emmanuel Macron et Marine Le Pen dans la perspective de 2022. Frédéric Dabi, le sondeur, l'espace politique et le potentiel électoral de la gauche n'ont jamais été aussi faibles sous la Ve République, entre 26 et 28%. Vous êtes coordinateur de la France Insoumise. Quelle analyse faites-vous de cette faiblesse extrême de la gauche, un an avant l'élection présidentielle ? L'analyse que j'en fais est double, Nicolas Demorand. D'abord, c'est la capacité à porter des idées neuves dans le débat qui répondent aux préoccupations des Français. Regardez le dernier sondage publié, il nous dit que les principales préoccupations des Français, c'est l'emploi et le pouvoir d'achat. Malheureusement, je ne vois pas beaucoup émerger
d'idées nouvelles qui permettent de répondre à cela. Or nous, on en a des tas dans les paniers à proposer. Par exemple, pour le partage des richesses, il nous faut une grande réforme fiscale qui permette de bien partager les richesses entre tous. Il faut mettre au cœur la question de l'emploi par le partage du temps de travail, par la planification écologique créatrice d'emplois, par la garantie d'emploi que nous portons. On ne peut pas passer notre temps à avoir des interviews de responsables politiques qui finalement consistent à dire il faut se refonder, mais il n'y a pas le début d'une idée nouvelle. Donc d'abord une ligne claire, et je le dis, c'est important. Oui, Je le dis, c'est important. Pour nous, la majeure partie du problème, entendez-moi, c'est l'essentiel, se trouve en extériorité aux intentions de vote mesurées aujourd'hui, dans l'abstention, Nicolas Demorand. L'abstention est un message politique, profond. Et donc, si tout ça doit aboutir... Il faut convaincre les Français qui s'abstiennent évidemment, de venir voter. Et le faire avec une ligne de rupture claire, entendez-moi. Sur le plan intellectuel et politique, quelle est votre divergence radicale, ontologique, avec les autres mouvements de gauche qui entendent travailler au progrès social et à l'écologie? Quel est le clivage majeur entre vous, si ce n'est que vous avez déjà un candidat, Jean-Luc Mélenchon, et qu'il n'a pas l'intention, sauf erreur de ma part, de jeter l'éponge? Et puis, vous voyez que c'est nous qui posons des actes comme par exemple le régional pour créer les conditions, lorsque nos désaccords nationaux ne sont pas en cause, de pouvoir se regrouper. Nous le faisons, Nicolas Demorand. Dans les Hauts-de-France. Vous allez voir que, mais pas que, oui. Vous allez voir que mais le tableau... pourquoi ce qui est possible dans les Hauts-de-France ne l'est pas en France? Eh bien, expliquez-nous, parce qu'en effet, pas. Vous comprenez pas? Ben non, vous allez voir les auditeurs d'Inter non plus. Mais il faut qu'on en parle parce que c'est la clé pour qu'on évite un nouveau quinquennat néolibéral en 2022 ou l'arrivée de Madame Le Pen au pouvoir. Entendez-moi, si on se retrouve dans une salle pour se dire qu'à la fin, quoi qu'il en coûte, pour reprendre une expression bien connue, on se retrouve regroupés à la fin, je ne suis pas sûr que sur le programme, ce que nous aurions à proposer serait très enthousiasmant. Alors il y a effectivement des points de désaccord, il faut qu'ils soient abordés et abordés publiquement, on les connaît. Par exemple, Nicolas Demorand, vous savez que la question européenne est essentielle. Et je crois qu'une partie du mouvement de l'abstention dans ce pays tient notamment à ce qui s'est produit en 2005. En 2005, les Français ont voté non aux traités européens et le oui a tout de même été appliqué. Tient aussi au quinquennat Hollande, dont les cicatrices sont encore là, Nicolas Demorand, quoi qu'on en pense. Il y a tout un peuple de gauche dans ce pays qui a cru quelque part au fait que le retour de la gauche au pouvoir créerait quelque chose. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé que la voie a été ouverte à Emmanuel Macron et que c'est François Hollande lui-même qui a commencé la casse du Code du travail, le 49.3, la déchéance de nationalité. Donc il y a des tas de gens qui aujourd'hui sont sur l'Aventin, sur le côté et disent « si c'est comme ça, faites sans nous ». Donc c'est à eux qu'il faut répondre. Et pour ça, les points de désaccord qu'il faut traiter, c'est notamment la question européenne, la question institutionnelle. Nous pensons qu'il est temps pour le peuple de se refonder par le passage à une 6ème République. Et tout ça, ce sont des questions que nous devons pouvoir aborder. Et donc vous dites, ce n'est pas l'union qui fait la force, l'union des forces de gauche, c'est la division qui fait la force. Non, pas du tout. C'est pas ce que je dis pour autant. Je vous ai résumé, il y a des dispersions inutiles qui peuvent être évitées. Mon collègue Corbière a trouvé une bonne manière de le résumer. Il dit pas de division superficielle et pas d'union artificielle. Donc là où on peut se retrouver, retrouvons-nous. Par exemple, je le dis, le Parti communiste français avec la France insoumise constitue un pôle populaire en quelque sorte qui, sur le programme, est très convergent. Mais regardez dans les sondages, ce que l'on voit aussi, et il faut le dire, il ne faut pas le cacher ce matin aux auditeurs, c'est que malgré cette faiblesse de la gauche, il y a une candidature, on le voit, et il faut le dire, qui résiste bien, qui est un point d'appui dans ce paysage. C'est celle de Jean-Luc Mélenchon, qui est tout de même, il faut le dire, Nicolas Demorand, loin devant les autres dans les sondages, même si ça n'est pas suffisant. Et le pire d'ailleurs, et ce qui devrait tous nous interroger, c'est que vous avez vu que dans l'un des derniers sondages qui a été publié, dans le cas d'une coalition de toute la gauche face à Jean-Luc Mélenchon, par exemple, eh bien, Jean-Luc Mélenchon progresse et l'addition ne se produit pas. Donc c'est bien pour dire que j'entends cette injonction à l'union, il faut l'entendre, et donc pas de dispersion inutile. Mais ça n'est pas le cœur de la solution. Le cœur de la solution, c'est ces millions de dégoûtés qu'il faut ramener à la politique. Et avec Jean-Luc Mélenchon, nous proposons une ligne qui est à la fois claire, de gouvernement, mais de rupture. Pas une ligne à la François Hollande, repeinte en verte. Si c'est ça que nous faisons, nous n'y arriverons pas. On va aller au standard, encore un mot avec Anne Hidalgo ou Julien Bayou. Pouvez-vous ou ne pouvez-vous pas travailler? Sont-ils des adversaires ou des partenaires? Mais enfin... Non mais ce ne sont pas des adversaires, Nicolas Demorand. C'est pas une question vicieuse. Mais pas du tout, mais ce ne sont pas des adversaires. Si nous appelons de nos voeux à ce que depuis des mois, y compris avec ceux que vous citez, la discussion puisse avoir lieu sur le programme. Si Jean-Luc Mélenchon, y compris sur votre antenne, a dit ici « Je me sens une vocation de candidat commun »,
c'est pas pour bouder tous ces gens-là. Simplement, ce que nous disons, c'est que si on se met à discuter, il faut que nos débats soient publics, y compris de manière à ce que tout le monde comprenne quels sont éventuellement nos points de désaccord. Enfin, la question européenne est d'autant plus centrale que vous avez bien vu ce qui est promis par Emmanuel Macron pour le prochain quinquennat, c'est le retour aux 3% de déficit et à l'austérité budgétaire. Nous ne ferons pas, face à tous les grands défis qui se présentent devant nous, la nécessité de faire bifurquer notre modèle écologiquement. Nous ne ferons pas face à tous les investissements que nous devons faire si nous restons dans le cadre des traités européens. Et je pense que c'est une question fondamentale. Allez, on se dirige vers le standard. Christian, bonjour. Oui, bonjour. Et bienvenue. Merci beaucoup. Voilà, je vais vous poser une question qui reprend un petit peu les thèmes que vous venez d'aborder. Je voulais demander à M. Quatennens si le front républicain aux prochaines présidentielles ne devrait pas se faire au premier tour, dès le premier tour. Voilà, je suis personnellement un électeur de gauche, mais j'ai voté Jacques Chirac et j'ai voté Macron au second tour. Je ne voterai plus au second tour, comme d'ailleurs beaucoup de mes amis et de mon entourage. Voilà, nous avons. Et donc vous voulez, Christian, une candidature unique à gauche, c'est ça, oui, au premier tour. Oui, tout à fait, parce que franchement, d'abord, ces hommes et ces femmes, ces personnalités de gauche, finalement, portent des valeurs communes. La défense des services publics, on n'en a jamais eu autant besoin aujourd'hui. On s'aperçoit que la casse des services publics depuis 30 ans nous met dans la situation actuelle, dans l'éducation nationale, dans la santé, bien sûr, mais ailleurs aussi. Ce sont des valeurs communes que personnellement, j'ai toujours partagées. Et je crois que ces divisions-là, ces chicaneries, on en a ras-le-bol, quoi. On a besoin d'un front républicain dès le premier tour. Message reçu, Christian, et bien reçu. Je donne tout de suite aussi la parole à Marc pour une question qui, je crois, va dans le même sens. Bonjour Marc, bienvenue. Oui, bonjour et merci d'avoir choisi ma question, qui n'en est pas une d'ailleurs, c'est une remarque. D'abord, je voulais dire que je suis dans les Hauts-de-France et que je vais voter pour la candidate d'Union contre M. Xavier Bertrand, alors qu'il y a 5 ans, j'avais voté pour Xavier Bertrand d'entrée parce qu'il y avait une désunion de la gauche. J'en viens à l'élection de 2022. Je suis ferme là-dessus. Je ne voterai pour la gauche que unie au premier tour. Sinon, je fais dès le premier tour barrage au Front National. Merci Donc, Marc. je vote pour Emmanuel Macron. Merci Marc pour cette intervention. Donc je vous livre, Adrien Quatennens, les deux questions que vous posent nos auditeurs. Vous savez, Nicolas Demorand, j'aimerais, parce que ces questions-là, je les ai moi aussi quand je me déplace, évidemment, mais je les ai de la part de gens, je le dis, et avec tout le respect que j'ai pour eux, j'en suis, qui s'intéressent à la politique, qui suivent nos débats, mais je demande que soit entendue l'idée que, à mon avis, la question de l'unité n'est pas le propulseur premier pour faire venir les gens qui se tiennent à l'écart. Peut-être en effet que des gens en sont soucieux. Je le répète, si on peut éviter des dispersions inutiles, faisons-le. Mais j'aimerais que vos auditeurs, ceux qui posent ce genre de questions, plutôt que de me dire « je ne voterai pas pour la gauche si elle n'est pas unie », me disent « je ne voterai pas pour la gauche si elle ne présente pas tel projet, tel autre point de programme ». Très franchement, on commettrait une erreur de diagnostic. Et je ne le dis pas pour justifier quelque position que ce soit. Nous souhaitons cette discussion. Mais on commettrait une erreur de diagnostic si on se disait qu'il suffirait de se mettre bras dessus, bras dessous, les uns les autres, sans tenir compte, y compris de points de désaccord qu'il ne faut pas mépriser, pour faire en sorte d'y arriver. Et je rappelle que la dernière fois, tout de même, en février 2017, Jean-Luc Mélenchon était à 12% et que nous avons fini à 20%. Donc aujourd'hui, nous sommes dans cet étiage-là plus d'1 an avant l'élection présidentielle. Alors on va se battre, on va se retrousser les manches, on va faire ce qu'il faut pour éviter à tout prix que l'on se recoltine un mandat néolibéral ou alors Madame Le Pen au pouvoir. Et la première des conditions, je le dis, c'est la clarté. Et ensuite, évidemment, évitons les dispersions inutiles, mais ne méprisons pas non plus des points de désaccord qui existent entre nous. C'est donc Éric Coquerel qui assistera à la réunion, pas Jean-Luc Mélenchon. Question de Marjorie sur l'application Inter. Peut-on justifier la présence de Jean-Luc Mélenchon en Amérique du Sud en pleine épidémie alors que les Français sont confinés et n'ont pas le droit de voyager à plus de 30 km de chez eux? C'est incroyable, je vois que... Énormément de questions là-dessus Oui, aussi. bien sûr, mais parce que je vois que énormément. Les quelques chiens de garde macronistes se sont bien évertués, comme à chaque déplacement international de Jean-Luc Mélenchon, d'en parler. Alors, je vais vous dire une chose, Jean-Luc Mélenchon, il est président d'un groupe parlementaire, d'accord, membre de la commission des affaires étrangères, et il est invité notamment en Bolivie, là
vous le savez, la Bolivie a porté la question de l'eau devant l'ONU. Il est invité dans le cadre du 22 avril de la Journée de la Terre. Il va prendre la parole devant le Parlement andin pour traiter d'une question qui, je l'espère, vos auditeurs la trouveront fondamentale, de la levée des brevets sur le vaccin pour faire du vaccin un bien commun de l'humanité. Et par ailleurs, sur la question sanitaire... Tout le monde a de bonnes raisons de voyager. Bien sûr, mais Nicolas Demorand... Si ce n'est qu'on ne le fait pas, vu qu'il y a une pandémie et que les frontières sont fermées. Nicolas Demorand, les responsables politiques doivent continuer à faire de la politique. Et d'ailleurs, j'observe que tout le monde se soucie de la question sanitaire et peut-être même de la santé de Jean-Luc Mélenchon, et je vous en remercie. Mais il est dans un pays où l'épidémie circule moins qu'en France. Il est dans un pays qui a fermé ses frontières. La Bolivie a fermé ses frontières avec le Brésil avant la France. Et quand Jean-Yves Le Drian, il y a quelques jours de ça, Jean-Yves Le Drian est en Inde où l'épidémie circule beaucoup plus et explose, je ne vois pas que les gens s'en soucient et disent qu'il y a un problème sur des déplacements internationaux. Donc, pas de problème pour vous, notamment j'adresse ce message aux membres de la majorité. Quand la France va atteindre 100 000 morts de l'épidémie de Covid, je ne crois pas que le problème ce soit les déplacements internationaux de Jean-Luc Mélenchon, et la majorité ferait bien de balayer devant sa porte. Alors sur le sanitaire précisément, Emmanuel Macron lance la réflexion sur la réouverture progressive du pays. Il y a 15 jours, il disait que ce serait autour du 15 mai. Que demandez-vous ? Est-ce que vous demandez que les cafés, restaurants, lieux culturels, magasins non essentiels rouvrent mi-mai avec des protocoles sanitaires évidemment ? Est-ce qu'il faut rouvrir la France maintenant ? Écoutez, ça fait 1 an que ça dure. On va atteindre, je le disais, 100 000 morts et beaucoup d'étapes successives ont été des échecs. Notamment la dernière en date, celle du mois de janvier, d'Emmanuel Macron qui décide de ne pas reconfiner contre l'avis du Conseil scientifique, sans planifier aucune alternative au confinement pour limiter la circulation du virus. Alors maintenant, nous avons besoin de nous sortir de là. Et pour nous sortir de là, la solution, ce n'est pas le marché, c'est l'État. J'en parle notamment pour la question de la vaccination, Nicolas Demorand. Tout le monde comprend que la vaccination est sans doute l'arme centrale dans le dispositif face à ce virus. Or, le vaccin est traité aujourd'hui, notamment par l'Union européenne et la France, comme une marchandise. Le fait que la France ait refusé à l'Organisation mondiale du commerce de lever les brevets sur le vaccin, c'est un message. C'est-à-dire que c'est le marché qui continue. Or, nous avons besoin urgemment d'élargir le portefeuille de vaccins, d'en produire partout autant que possible et de ne pas faire de la mauvaise diplomatie ou de la fausse géopolitique avec la question du vaccin. Vous avez vu par exemple que M. Muselier vient de commander pour la région 500 000 vaccins russes. Le vaccin, d'où qu'il vienne. Peu importe. Il n'a pas d'autorisation de mise sur le marché encore, donc on y va malgré tout. Oui, mais vous savez que derrière, il y a des questions géopolitiques, des questions de mauvaise diplomatie qui sont posées. L'agence du médicament fait de la géopolitique. Je pense qu'une ligne claire, Nicolas Demorand, entendez-moi, le vaccin, s'il est sûr et efficace, d'où qu'il vienne, quel qu'en soit le régime, doit être proposé. Trop souvent, j'ai vu des responsables politiques, par exemple M. Breton, justifier le fait qu'on ne s'intéresse pas au vaccin russe sans avoir beaucoup d'arguments, à part le fait qu'il était russe, pour le refuser. Ça n'est pas sérieux. Il y a un calendrier. Première chose. La demande d'autorisation de mise sur le marché date d'il y a 10 jours, vous me demandez ce qu'il faut faire. Réponse au mois de juillet. On va avoir besoin également d'une stratégie thérapeutique. Il nous faudra un médicament. Et je regrette par exemple que la proposition que nous avons faite pour retrouver une forme de souveraineté sanitaire d'un pôle public du médicament ait été refusée et que l'État, par exemple, ait refusé de financer l'expérimentation de l'Institut Pasteur à Lille de repositionnement d'une molécule. Et ensuite, je le dis, et j'espère que mon message sera entendu ce matin sur votre antenne, c'est que quand il va être question de desserrer les taux des mesures qui viennent d'être prises, Emmanuel Macron n'aura pas d'autre choix que d'en venir aux alternatives au confinement que nous proposons. Il faut installer des purificateurs d'air partout, il faut créer les conditions des dédoublements, du renforcement des protocoles sanitaires, de la distribution des masques FFP2. Voilà tout ce qu'il faut faire et qu'ils ne font pas depuis tout ce temps. Et surtout, on rouvre au 15 mai, selon vous, il faut amorcer ce mouvement-là ? En tout cas, il faut des perspectives. On verra si la situation sanitaire le permet, mais en tout cas, moi j'alerte. Dès lors qu'on desserrera les taux, il faudra organiser les conditions de ne plus avoir à recourir une nouvelle fois à un reconfinement. Et pour ça, il faut planifier les alternatives que nous proposons depuis le mois de novembre avec Jean-Luc Mélenchon. Et enfin, réparer notre système de santé, Nicolas Demorand. L'hôpital vit une 3e vague redoutable et on a besoin de faire revenir dans le giron du système de santé les 180 000 personnels qui l'ont quitté. Pour ça, il faut un plan attractif, des revalorisations de salaire et très franchement, on a besoin d'en sortir avec la logique d'hôpital-entreprise qui nous a vraiment mis dans la panade face au virus. Allez, on repart au standard. C'est Dominique qui nous attend. Bonjour. Oui, bonjour. Je vous remercie de m'avoir accordé l'antenne. Voilà, je viens de retrouver sur Internet, le 2 juin 2020 sur France Inter, François Ruffin a déclaré qu'il faut passer d'une économie de désir à une économie de besoin.
Pour ma part, j'adhère totalement à cette perspective et je voudrais savoir, vous, ce que vous en pensez. Merci Dominique pour cette question. Adrien Quatennens vous répond. Bon, votre question est globale, je vais tenter la réponse suivante. Vous savez, en 2008, on vivait déjà une crise... C'est une belle question, hein, très belle, très philosophique, très profonde. En 2008, on vivait déjà une crise grave, on s'en souvient, elle n'était pas sanitaire, celle-là était financière. Et vous vous rappelez qu'à l'issue de cette crise, on nous avait promis, vous allez voir ce que vous allez voir, tout va changer, c'en est fini du capitalisme financiarisé. Résultat, on a vu. Alors, ce matin, depuis votre antenne, je lance une alerte. Il est véritablement temps de siffler la fin de la récréation pour les profiteurs de crise, Nicolas Demorand. Parce que derrière l'épidémie, en France, c'est un cataclysme social que vit notre pays. Nous sommes la France, un grand pays, on ne peut pas tolérer que 10 millions de Français s'enfoncent dans la pauvreté pendant que les milliardaires de ce pays, les plus riches d'Europe, viennent d'accroître en plein cœur de la crise leur patrimoine de 55%. Il faut donc organiser le partage des richesses par une grande réforme fiscale qui permette que les petits payent petits, les gros payent gros, et d'avoir un impôt universel pour éviter la fraude et l'évasion fiscale. Nous sommes un grand pays, on ne peut pas tolérer que la jeunesse de France ait pour première expérience de la vie active d'aller grossir les files d'attente des banques alimentaires. Il faut soulager la jeunesse et faire en sorte d'étendre le RSA aux jeunes dès 18 ans. Enfin, parce que j'ai pas trop le temps, mais sur la question de l'emploi, on ne peut pas non plus se résigner à voir des PME, des TPE, des entreprises crouler sous les dettes, payer plus d'impôts que des multinationales qui se gavent d'aides de l'État, qui versent des dividendes et qui suppriment des emplois en masse, ou faire en sorte de voir Emmanuel Macron, président des riches, maintenant mener une guerre sociale aux plus pauvres avec sa réforme de l'assurance chômage. Nous devons remettre l'emploi au cœur. Chaque femme, chaque homme aspire à vivre dignement de son travail. Et pour ça, il faut des solutions offensives sur la question de l'emploi, comme la garantie d'emploi que nous proposons. Les États-Unis défendent l'instauration d'un taux d'imposition mondial minimum de 21% sur les bénéfices des filiales d'entreprises américaines installées à l'étranger. Le pays souhaite aussi une base commune d'imposition pour toutes les sociétés au niveau de l'OCDE. Sur notre antenne, vendredi dernier, l'économiste Thomas Piketty saluait un acte politique fort et disait qu'il fallait que la France fasse la même chose. Êtes-vous d'accord avec lui, Adrien Quatennens ? La France doit-elle prendre exemple sur les États-Unis ? C'est un peu paradoxal, mais en l'occurrence, j'aurais tendance à vous dire à cette heure que peut-être davantage, oui. Parce qu'on voit bien que pendant que les États-Unis procèdent à une relance massive de leur économie, vous avez suivi quand même le programme d'Emmanuel Macron annoncé pour 2022. Bruno Le Maire l'a dit. C'est le pacte de stabilité, c'est le retour à l'austérité. Monsieur Macron veut organiser les conditions que le quinquennat suivant, s'il était réélu, soit un quinquennat d'austérité absolue. Donc oui, ce qu'il convient de faire, c'est le partage des richesses à organiser que je viens de décrire. Mais dire une chose, on va se retrousser les manches et on va affronter les défis qui sont devant nous. Et pour ça, il va falloir investir massivement. L'horizon sérieux, Nicolas Demorand, ça ne peut pas être de dire aux gens vous allez avoir pour horizon de rembourser la dette. Ça va être de dire on va devoir investir beaucoup et nous sommes un grand pays, on va le faire. Merci Adrien Quatennens. Beaucoup d'auditeurs vous rappellent que dans le sondage JDD, au second tour, Jean-Luc Mélenchon est le moins bien placé de tous les candidats possibles face à Marine Le Pen, 60-40, et vous demande de réagir. Alors attendez, simplement vous dire une chose, c'est que vous êtes d'accord avec moi. Je répercute, bien sûr, question. Mais vous faites très bien. Mais tout le monde comprendra qu'avant le second tour, il y en a un premier. Et qu'il vaut mieux passer la barre du premier pour être au second. Donc d'abord, chargeons-nous de faire cela. Et moi, je pense qu'ensuite, si Jean-Luc Mélenchon devait être face à Marine Le Pen au second tour, il la battrait. Merci encore Adrien Quatennens, député La France Insoumise du Nord, coordinateur du parti de m'avoir invité. La France Insoumise. Merci d'avoir été là.